Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Et pour ce premier épisode de l'année, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Damien Patriarche, président de l'agence d'architecture du même nom. De passage à Paris pour quelques jours, Damien a accepté de se prêter au jeu de l'interview devant un café très matinal. Rendez-vous pris à 8h, près de la Porte Maillot. Bonjour Damien. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais qu'aujourd'hui on enregistre ce podcast à Paris, parce qu'en fait le berceau de l'agence n'est pas à Paris du tout, c'est en Savoie. Pourquoi s'être installé là-bas ? Alors tout simplement parce qu'on y est né, dans le sens où mon grand-père a fait ses études à Paris. Lui était bourguignon d'origine, il avait des amis qui lui ont dit viens t'installer en Savoie, il y a des stations de ski à construire, il y a plein de choses qui s'y passent. Et donc il est allé s'installer avec femme et enfants à Chambéry pour y travailler. Et il n'a jamais construit de station de ski, mais il a travaillé dans la vallée et a développé son agence là-bas. Et puis on a décidé de continuer à rester sur place malgré la croissance de l'agence. Aujourd'hui, vous co-dirigez l'agence avec votre père, Jean-Loup. Avant cela, c'est votre grand-père qui a créé cette agence en 1960. C'est une belle histoire de transmission. Qu'est-ce qui vous a conduit à emprunter le même chemin ? Vous avez toujours souhaité devenir architecte ? Alors architecte, c'est vraiment un métier de passion. Donc moi, j'ai vu la passion de mon grand-père. Alors il est décédé quand j'étais très très petit, mais je le voyais déjà passionné, ça se sent. Et puis après, j'ai grandi avec mon père qui me parlait de son métier, qui m'a montré l'évolution du métier aussi. Au départ, qui travaillait à la main, puis à l'informatique, les débuts de l'image de synthèse, etc. Alors il m'a déconseillé d'être architecte parce que c'était quand j'ai commencé mes études, c'était une époque où il y avait une crise assez forte. Donc je suis d'abord allé faire des études d'ingénieur. Et je suis revenu à l'architecture un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard ? C'est-à-dire ? Moi, mon parcours, je dirais que les points notables qui en ressortent, c'est d'abord d'être parti aux États-Unis avant de passer mon bac, ce qui m'a vraiment permis de m'ouvrir un petit peu plus sur le monde. Et puis ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur un peu poussées par mon père parce que j'avais les capacités de faire maths sup, maths spé, etc. Donc je me suis retrouvé à l'ESTP. Qui est une école que j'ai quittée en cours de route parce que j'ai créé une société d'image de synthèse et puis je me suis retrouvé très vite avec 16 salariés et quand on a 16 salariés, aller à l'école, c'est plus possible. Et puis cette société a eu des difficultés, j'ai un client qui a été très malade et d'un seul coup on s'est retrouvé, on avait beaucoup de projets avec lui et donc il a tout arrêté du jour au lendemain, donc c'était beaucoup plus grave pour lui que pour nous. Et puis donc les salariés, on a réussi à les replacer chez d'autres clients, voilà. Et puis avec un tout petit noyau, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre mon père et de créer l'agence de Paris avec un petit noyau de salariés qui faisaient des images de synthèse. Et de là, on a commencé à se développer, la relation entre mon père et moi sur le développement de l'agence. Donc là, j'ai décidé de faire un MBA, donc du management, pour dire, tiens, qu'est-ce que je peux amener de différent à l'agence ? Et puis j'ai fini par faire les études d'architecture dont je rêvais depuis le début et dont mon père avait essayé de m'écarter. Mais voilà, ça m'a rattrapé et donc j'ai fait mes études d'architecture à l'école spéciale en rentrant par validation des acquis d'expérience. Donc je me suis retrouvé à faire le master. Et voilà, j'ai fini par être diplômé, inscrit à l'ordre, etc. Après tout ce temps et valider un peu tout ce parcours. Vous vous souvenez de vos premiers pas dans l'agence ? Alors, les premiers pas, oui, quand j'allais récupérer les pains au chocolat avec ma grand-mère. Donc ça, l'agence fait partie de moi et je fais partie de l'agence depuis tout petit. Mais je me rappelle aussi de mes premiers pas quand on a créé l'agence de Paris et puis que je suis arrivé avec un regard neuf sur le métier et puis sur ses process. C'était quelque chose de difficile d'arriver en tant que fils d'eux, voilà, à regarder d'un œil particulier par tous les anciens de l'agence. Donc ils étaient un peu perplexes, mais ils ont toujours été bienveillants et donc ils m'ont vraiment laissé ma chance et laissé une place. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le métier d'architecte ? Justement, vous avez pu voir cette évolution avec votre grand-père, même si vous étiez tout petit, votre père surtout. Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui a changé dans le métier ? Alors il y a deux choses principales qui ont changé. Je dirais la rapidité, mais c'est comme dans tous les métiers, c'est-à-dire que la société va de plus en plus vite et donc avant, on pouvait envoyer un plan par courrier ou prétexter que c'était la faute de la poste, il n'était pas arrivé, etc. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, un mail. Nos clients ont l'impression que c'est très facile de dessiner, de mettre à jour un projet, etc. Donc, il y a une très très grande rapidité, mais ça, on le vit tous dans tous nos métiers. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est la complexité et l'ensemble des contraintes qui sont liées à la réglementation, mais une réglementation qui reflète une évolution de la vie, du climat, de la volonté de flexibilité. Et donc, le métier est de plus en plus complexe. Alors, on a de plus en plus d'outils pour le faire.
On a besoin de travailler avec des équipes de plus en plus importantes et de plus en plus pluridisciplinaires. Donc voilà, les deux grands changements ils sont un peu liés quelque part. C'est l'une des spécificités de l'agence, d'être pluridisciplinaire, justement. Vous avez intégré différents savoir-faire, des urbanistes, des architectes, bien sûr, mais des ingénieurs, donc plein de métiers et de savoir-faire différents. Ça change quoi au quotidien dans votre métier d'avoir intégré justement tous ces métiers dans l'agence ? Alors effectivement, on appelle ça chez nous l'architecture augmentée. On considère que l'architecte tout seul ne peut rien à cause de la complexité du métier dont on parlait tout à l'heure. Nous, ça nous permet d'avoir une très grande réactivité et des habitudes de travail avec des équipes internes qui se connaissent, qui ont l'envie de travailler ensemble, l'habitude de travailler ensemble. Et ça, voilà, ça nous donne un très gros avantage pour que tous les sujets puissent se réfléchir en même temps, afin d'aller plus vite et puis d'être au plus juste tout de suite. Ça ne nous empêche pas de travailler avec plein de partenaires extérieurs, puisque c'est en allant s'enrichir du maximum de compétences qu'on arrive à faire le projet le plus pertinent possible. L'architecte augmenté, c'est de reconnaître que l'architecte seul ne peut rien et qu'il a besoin de tout un tas d'autres métiers, de tout un tas d'autres compétences pour justement bien pouvoir faire le sien, qui est celui d'un coordonnateur, d'un chef d'orchestre, qui va venir animer une équipe beaucoup plus complexe et complète, justement pour réaliser ces objets qui sont de plus en plus contraints, de plus en plus complexes à réaliser, et avec des programmations qui sont de plus en plus floues, car reflet d'une époque qui va toujours plus vite et qui avance toujours plus loin. Alors, parmi les projets sur lesquels vous avez travaillé, il y a l'Arena Futuroscope, qui est un lieu assez hybride puisqu'il peut recevoir à la fois des événements culturels, sportifs. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour travailler sur ce projet ? Alors, la source d'inspiration, comme dans tout projet, c'est le site et le contexte. Donc, une grande réflexion sur les flux, sur comment on va arriver sur un site, quelle émotion ça va nous procurer avant même qu'on y rentre. Et qu'on puisse se faire une idée, se préparer au spectacle, au match qu'on va aller voir. Donc c'est vraiment important, là, cette approche du bâtiment qu'on peut avoir. Donc voilà, cette volonté à la fois de respecter cet existant, mais surtout de respecter le site. Plus globalement, à part ce projet, quelles sont vos sources d'inspiration ? Comment on conçoit un projet ? On part de quoi ? Un projet, c'est toujours la rencontre de deux choses. La première, c'est un programme, un besoin, un usage. Donc un programme, ça peut être le programme du moment, la fonction qui est imaginée par un client qui peut avoir des besoins à un instant donné. Mais c'est aussi qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, dans ce bâtiment-là, imaginer l'usage futur. Donc ça, c'est la première chose, et c'est assez scolaire, ça peut ressembler à une forme de Tetris parfois quand on a un programme très défini. Et puis c'est une intuition. On sent qu'on va réussir dans une forme donnée, liée à un contexte dans lequel on va raconter une histoire, liée à l'urbanisme, etc., à faire rentrer ce programme. Et c'est toujours la rencontre de ces deux choses qui va aboutir à un concept qu'on essaye d'avoir toujours assez fort et pérenne. Il y a aussi deux manières de regarder le projet. Il y a quand on va aller afficher un plan à 3 mètres de soi, quand on arrive à lire le plan, à le comprendre, à savoir comment on fonctionne, comment on va déambuler à l'intérieur, comment il se lie, les espaces servants étant séparés des espaces servis, sentir la flexibilité future, la trame constructive, etc. Bien sûr, c'est un des aspects. Mais encore plus important, c'est l'expérience que va pouvoir vivre l'utilisateur quand il va arriver dans ce bâtiment, qui va se vivre comme une coupe narrative au travers de sa journée. Et donc on approche toujours les projets avec ces deux sensibilités-là. La sensibilité de la coupe narrative et de la déambulation de cet utilisateur, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde avec la volonté de créer une émotion à chaque étape qui soit en phase avec ce qu'on doit vivre dans le bâtiment à ce moment-là de la journée. Mais quand on travaille sur ce type de projet, alors je pense notamment aux écoles, aux hôpitaux, à tous ces bâtiments qui ont une vocation sociale très forte, on le prend en compte. Est-ce que là, le rôle de l'architecte, est-ce qu'il y a une vocation sociale dans ce rôle de l'architecte ? Il y a très clairement une vocation sociale dans le rôle de l'architecte. On construit pour des utilisateurs, mais on construit aussi pour le passant qui va passer dans la rue. Quand on construit pour l'utilisateur, il faut imaginer que le bâtiment, il est fait pour être vécu. Et en plus, il est fait pour être vécu pendant 50 ans, peut-être 100 ans, si on a de la chance. Et donc, on a vraiment intérêt à faire attention à ce qu'on dessine. Ça peut avoir un impact sur la vie des gens, et il faut vraiment avoir ça en tête à chaque étape de notre projet pour pas faire de faux pas. On y pense, ça, quand on construit un bâtiment et dans 100 ans ? On pense même à et dans 2 ans. C'est-à-dire que le et dans 100 ans, bien entendu, mais la société va tellement vite et les usages se modifient tellement rapidement que
La flexibilité, la résilience sont devenus nos amis de tous les jours. Et au-delà du programme qu'on peut avoir et de l'usage de l'instant T, on est toujours en train d'imaginer quel sera l'usage demain, que ce soit dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc quand on conçoit, c'est vraiment avec cette idée-là en tête. Quelle place tiennent aujourd'hui justement les questions environnementales dans votre réflexion ? Alors l'environnement a une grande place à l'agence depuis très longtemps. Moi, quand je suis arrivé à l'agence vers 2004, on parlait beaucoup de démarche HQE. Nous, à l'époque, on parlait de démarche BSP, pour bon sens paysan. C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette approche d'utiliser le bon sens, et il y en a plein, et depuis très longtemps dans l'histoire de la construction, de l'architecture, il y a de très bons gestes et de très bonnes habitudes à prendre sur les manières de concevoir, en prenant en compte le site, le climat, son orientation, etc., et l'enveloppe passive du bâtiment. Donc pour nous, c'est quelque chose qui fait partie entière de l'architecture. C'est pas dissociable dans notre approche du métier. Et donc, bien entendu, ça fait partie de notre ADN. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection ? Alors, on travaille sur à peu près tous les sujets possibles qui existent en termes de programmation, toujours très orientés vers l'usage, donc avec cette volonté de comprendre quel est le besoin du client, qui peut être exprimé ou pas exprimé. Donc ça nous permet de travailler sur une grande diversité de programmes et d'innover en allant piocher des idées qui viennent d'un autre programme pour les amener dans le programme sur lequel on est en train de travailler. Malgré tout, on a des domaines dans lesquels on travaille beaucoup et surtout dans lesquels nos confrères ne travaillent pas forcément beaucoup. C'est le cas des laboratoires et de tous les objets très techniques, des salles blanches, etc., où on a une grande expertise et puis on travaille un peu partout dans le monde sur ces thématiques. C'est le cas aussi de la réhabilitation, qui a été un peu le parent pauvre de l'architecture pendant très longtemps, souvent pour des questions d'image, si on ne peut pas refaire sa façade, etc. Alors que nous, on pense que c'est vraiment primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique, et puis dans la réflexion. Il n'y a pas de raison d'aller toujours détruire pour reconstruire. Au contraire, on peut utiliser ce qui a été fait, souvent qui a été bien fait, et de le transformer. Un autre domaine de prédilection, c'est celui de l'architecture industrielle, lui aussi qui a été laissé de côté par les architectes et trusté un petit peu par les grandes ingénieries, puisque très orienté process, etc. Nous, on pense que l'industrie est souvent une question de flux, de gestion de flux, et puis aussi d'image, malgré tout. Donc, c'est des sujets sur lesquels on aime vraiment beaucoup travailler. Alors, je passe sur un tout autre sujet, mais vous en parliez quand même tout à l'heure, puisqu'on parlait de réhabilitation, on parlait de rénovation. Et je sais que vous travaillez en ce moment sur un magnifique projet, c'est celui de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que ça fait de s'occuper de Notre-Dame de Paris, qui est quand même un monument exceptionnel? Quand vous êtes rentré, déjà quand vous avez su que vous alliez le faire, vous êtes dit quoi? Alors, c'est une grande fierté, surtout pour aller raconter à sa famille. C'est-à-dire que quand on fait un projet, une salle polyvalente, un projet industriel ou un siège d'entreprise en Afrique ou en Allemagne, voilà, ça peut parler aux gens, impressionner. Quand on parle de Notre-Dame, que ce soit à un Américain ou à sa grand-mère, voilà, ça parle à tout le monde connaît, tout le monde a été touché par l'incendie au plus profond. Ça crée des émotions à un peu tout le monde. Et donc, d'avoir la chance d'intervenir sur ce chantier, nous aussi, ça nous a créé une émotion forte. La ville de demain, on en parle beaucoup. Comment vous l'imaginez, vous, cette ville de demain? Elle va avoir quoi? Elle va changer comment? Elle doit être capable, flexible, résiliente. C'est-à-dire que les espaces, ils vont être de l'habitat à un moment donné, du bureau à un autre, de l'activité. Et puis une espèce de grand mélange qui fait qu'on pourra avoir des gens qui vivent à côté de gens qui travaillent, à côté de gens qui ont des loisirs, qui habitent, qui ne font que passer. Voilà, on imagine vraiment une ville comme ça qui fasse la place à la mixité des usages et puis qui soit capable d'évoluer dans le temps, de se reconstruire sur elle-même. Merci beaucoup Damien. Et merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.